Vous êtes-vous déjà senti petit face à un monde qui ne cesse de pousser? Invisible parmi les géants, le Luxembourg aussi. Pendant des siècles, ce n'était qu'un simple point sur la carte européenne. Dominé, envahi, divisé, oublié. Une terre entre empires, utilisée comme passage, comme trophée, comme frontière. Mais au lieu d'abandonner, il s'est réinventé. Au lieu de disparaître, il est devenu indispensable. C'est l'histoire de la façon dont un petit pays a trouvé sa voie, sa force et sa place au cœur de l'Europe. Et si le Luxembourg pouvait écrire son propre destin, vous le pouvez aussi. Bienvenue dans l'histoire vraie d'un pays qui nous enseigne que la taille ne détermine pas la grandeur. Avant de commencer cette passionnante histoire sur le Luxembourg, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et si au moins une fois dans votre vie, vous aviez l'impression d'être petit face à un monde immense, laissez un commentaire en disant « Comme le Luxembourg, moi aussi je suis toujours debout ». Avec ce simple geste, vous aiderez cette vidéo à toucher davantage de personnes qui, comme vous, méritent de connaître des histoires inspirantes. Maintenant, préparez-vous à découvrir l'incroyable histoire d'un pays qui a défié son destin. La naissance d'un petit grand-duché, 963 après JC. Imaginons un instant que nous soyons au Xe siècle. L'Europe est une mosaïque de petits royaumes, de châteaux de pierre et de territoires gouvernés par des seigneurs féodaux. Il n'existe pas de pays tels que nous les connaissons aujourd'hui. C'est une époque de lutte de pouvoir, de châteaux s'élevant sur des collines et d'alliances forgées à coups d'épées et de mariages. C'est au milieu de ce scénario qu'est né ce que nous connaîtrons plus tard sous le nom de Luxembourg. Tout commence en 963 après Jésus-Christ, lorsqu'un noble nommé Siegfried ou Sigefroi, comte des Ardennes, prend une décision stratégique qui va changer l'histoire. Il échange des terres avec la puissante abbaye Saint-Maximin de Trèves et reçoit en échange une ancienne forteresse romaine située sur un promontoire rocheux au bord de la rivière Alzette. Ce château s'appelait Lucilinburg-Huc, ce qui en latin signifie petit château. Et de là, petit à petit, naîtra le nom de Luxembourg. Siegfried acquiert non seulement une position militaire clé, mais fonde également ce qui deviendra le cœur d'une ville. Autour d'elle, commerçants, artisans et soldats commencent à s'installer. Le petit château se transforme au fil du temps en ville fortifiée. Et c'était stratégique. C'était juste au carrefour d'importantes routes commerciales européennes, ce qui signifiait que c'était comme avoir un magasin dans la partie la plus fréquentée du continent. Au cours des siècles suivants, le petit Lucilinburg grandit. Les murs sont agrandis, des églises sont construites, les défenses sont renforcées. Le château d'origine devient un symbole de pouvoir. Et la famille de Siegfried gagne en prestige, en richesse et en ambition. À partir de ce moment, le Luxembourg ne serait plus simplement une autre région, mais une pièce clé de l'échec politique médiéval complexe de l'Europe. Ainsi, d'un petit achat de terrain est né le germe d'un État qui, au fil du temps, résistera aux guerres, aux invasions et aux transformations. Mais tout cela, bien sûr, verra les prochains chapitres de cette histoire fascinante. Car ce qui a commencé avec un petit château est sur le point de devenir le cœur d'un puissant duché et des siècles d'alliances et de mariages, le Luxembourg romain de maisons puissantes. Après la fondation de Lucilinburg par le comte Siegfried, le territoire commença lentement à prospérer. Ce n'était pas une croissance explosive, mais une croissance constante, solide, comme un arbre qui s'enracine profondément. Les descendants de Siegfried savaient tirer parti de leur position stratégique en Europe. Et au Moyen-Âge, le pouvoir ne se conquérait pas seulement avec des épées. Il se construisait également grâce à des alliances et des mariages intelligents. Au fur et à mesure que le château s'agrandit, l'ambition de la maison de Luxembourg grandit également, qui devient peu à peu l'une des familles les plus influentes du continent. Et bon sang, ils y sont parvenus. Au XIIIe et XIVe siècle, les comtes de Luxembourg non seulement se contentèrent de leur petit territoire, mais commencèrent à regarder plus haut.
beaucoup plus haut. En 1308, un tournant spectaculaire se produit dans cette histoire. Henri VII de Luxembourg est élu roi des Romains, ce qui signifie qu'il est à 2 doigts de devenir empereur du Saint-Empire romain germanique. Et il y parvient. En 1312, il fut couronné empereur de Rome. Imaginez cela, un descendant de Siegfried, qui avait commencé avec un château sur un rocher, était désormais l'homme le plus puissant d'Europe. Incroyable, mais ce n'était que le début. Son fils, Jean l'Aveugle, marié à la princesse de Bohême, devient roi de Bohême, et le Luxembourg rejoint ainsi l'un des territoires les plus importants d'Europe centrale. Jean meurt lors de la célèbre bataille de Crécy en 1346, combattant vaillamment même s'il était aveugle, et devient un personnage légendaire. Lui succède son fils, Charles IV, un autre luxembourgeois qui accède au sommet. Charles n'est pas seulement empereur du Saint-Empire, mais il promeut également l'art, la culture et l'éducation. C'est sous son mandat que l'Université de Prague est fondée et que l'idée d'une Europe centrale sous influence luxembourgeoise se renforce. Sous sa direction, la dynastie luxembourgeoise brille comme jamais. À cette époque, le Luxembourg n'était plus perçu comme un petit duché caché au milieu des collines, mais comme le cœur d'un réseau de pouvoir qui s'étendait des Ardennes à la Bohême et au-delà. La politique des mariages, les alliances dynastiques et la capacité de se placer au centre du Conseil politique européen ont fait de la Maison de Luxembourg l'une des plus puissantes de l'histoire médiévale. Cependant, comme toute chose dans l'histoire, le pouvoir n'est pas éternel. Et ce même réseau d'alliances qui renforçait le duché deviendrait bientôt un champ de bataille pour les intérêts étrangers. On passe ainsi des splendeurs médiévales au défi d'une Europe qui commence à se fracturer. 3. La montée sous les Habsbourg et les conflits européens. Après la splendeur de la dynastie luxembourgeoise, qui plaça plusieurs de ses membres sur des trônes impériaux et des règnes puissants, le duché entre dans une période plus mouvementée. À la fin du XVe siècle, le dernier héritier direct de la Maison de Luxembourg disparaît de la scène politique, laissant ainsi le destin du territoire entre les mains d'autres puissances européennes. C'est ici qu'entrent en jeu les Habsbourg, l'une des maisons les plus puissantes et les plus durables de l'histoire européenne. En 1477, Marie de Bourgogne, héritière d'un vaste réseau de territoires dont faisait partie le Luxembourg, épousa Maximilien Ier de Habsbourg. Cette union n'était pas un simple mariage royal. Ce fut un coup de maître qui marqua le début de siècles de domination des Habsbourg aux Pays-Bas et au Luxembourg. Sous le contrôle des Habsbourg, le Luxembourg fut intégré à ce qu'on appelait les Pays-Bas espagnols, un vaste ensemble de territoires gouvernés depuis Madrid. Même si le Luxembourg conservait une certaine autonomie locale, les décisions importantes venaient de loin et le duché était de plus en plus entraîné dans les grands conflits européens. Au XVIe et XVIIe siècle, le continent était une zone de guerre. Les luttes religieuses entre catholiques et protestants, l'ambition des royaumes voisins et les conflits dynastiques placent le Luxembourg au milieu d'un feu croisé constant. Le duché fut le théâtre de batailles, d'occupations et de fréquents changements de main. Sa localisation, qui constituait auparavant un avantage commercial et politique, en fait désormais un objectif stratégique pour tous. L'une des plus grandes menaces est venue du nord, lorsque les Provinces unies, aujourd'hui les Pays-Bas, ont commencé leur lutte pour l'indépendance contre l'Espagne. Le Luxembourg, bien que majoritairement catholique, est pris dans ce conflit, avec des troupes qui vont et viennent, des fortifications renforcées et des populations qui en subissent les conséquences. Mais il n'y avait pas que les Néerlandais. La France, dans son expansion territoriale sous Louis XIV, jette également son dévolu sur le Luxembourg. À plusieurs reprises, les Français occupent le territoire, détruisent les murs et laissent leurs traces. C'est en effet à cette époque que la ville de Luxembourg commence à être connue comme l'une des forteresses les plus importantes d'Europe, surnommée même le Gibraltar du Nord pour son impressionnant système défensif.
Et même si le duché survit, chaque conflit affaiblit encore davantage son autonomie. Le Luxembourg était comme un échiquier où jouaient les grands empires, Habsbourg, Bourbon, Espagne, France. Et toujours, le peuple luxembourgeois résistant, s'adaptant et survivant. Nous arrivons ainsi au seuil d'un nouveau monde. Un monde où les idées de révolution, d'indépendance et de modernité commenceraient à ébranler les vieux trônes de l'Europe. Et au milieu de ce tourbillon de changements apparaît un personnage qui allait changer la carte du continent. Napoléon Bonaparte. 4. Napoléon et le changement de cap, le Luxembourg au XIXe siècle. Après des siècles de territoires disputés entre les grandes puissances européennes, avec des fortifications, des invasions et des alliances changeantes, le Luxembourg est entré dans une nouvelle étape. Mais cette fois, le changement est venu d'un seul homme, Napoléon Bonaparte. À la fin du XVIIIe siècle, l'Europe entière tremble sous l'avancée des idées révolutionnaires venues de France. Liberté, égalité, fraternité, des concepts qui remettaient en question l'ordre ancien des rois, des nobles et des empereurs. Le Luxembourg, jusqu'alors sous contrôle des Habsbourg, fut occupé par les troupes révolutionnaires françaises en 1795 et devint directement partie intégrante du Premier Empire français. Pendant près de 20 ans, le Luxembourg a cessé d'être un duché traditionnel pour devenir un département français appelé Forêt. De nouvelles lois sont imposées, la langue française devient officielle, le système métrique est appliqué et un nouveau modèle administratif est mis en place, inspiré de la Révolution française. Pour de nombreux Luxembourgeois, il s'agit d'une modernisation forcée, mais aussi du début d'une transformation profonde. Mais comme nous le savons, les empires naissent et s'effondrent. Et celui de Napoléon, bien que puissant, ne faisait pas exception. Après sa défaite finale, en 1815, lors de la célèbre bataille de Waterloo, l'Europe s'est réunie pour réorganiser la carte du continent. C'est au Congrès de Vienne, la même année, qu'il fut décidé du sort du Luxembourg. Et c'est là que commence un autre rebondissement important de notre histoire. Parce que le Luxembourg n'a plus jamais été ce qu'il était avant la Révolution française. Au lieu de cela, une décision historique a été prise qui allait changer son statut pour toujours. Mais nous le verrons au prochain chapitre, lorsque le Luxembourg deviendra officiellement un grand-duché sous une couronne qui n'était pas la sienne, et avec une situation géopolitique aussi complexe qu'unique. Un instant, avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Parfois, nous pensons que nous le sommes, mais ce n'est pas le cas. Faites une petite pause et vérifiez-le maintenant. Et si vous trouvez cette histoire aussi fascinante que nous avons trouvé la raconter, partagez-la. Ce faisant, vous aiderez davantage de personnes à découvrir un contenu qui inspire, éduque et connecte avec la partie la plus profonde de notre histoire. 5. Le Congrès de Vienne et la création du Grand-Duché de Luxembourg, 1815. Après la tempête napoléonienne qui ébranla l'Europe de ses fondations, les dirigeants du continent se réunirent en 1815 lors de l'une des conférences diplomatiques les plus importantes de l'histoire, le Congrès de Vienne. L'objectif était clair, réorganiser l'Europe après le chaos des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, rétablir l'équilibre des pouvoirs et empêcher un seul pays de dominer à nouveau le continent comme la France sous Napoléon. Au milieu de ces négociations, le Luxembourg est devenu l'une des pièces les plus complexes du puzzle. Tout le monde voulait quelque chose de ce territoire petit mais stratégique, parce que sa situation géographique entre la France, l'Allemagne et la Belgique lui confère une valeur militaire et politique. De plus, sa forteresse était considérée comme l'une des plus imposantes d'Europe. Celui qui contrôlerait le Luxembourg aurait un énorme avantage défensif. Les diplomates arrivèrent alors à une solution singulière et inédite. Le Luxembourg deviendrait un grand-duché, un titre noble très prestigieux. Mais il ne serait pas totalement indépendant. Elle fut donnée à Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, en guise de compensation pour d'autres pertes territoriales.
Autrement dit, le Luxembourg est devenu un État en union personnelle avec les Pays-Bas. Il partageait le même monarque, mais maintenait des systèmes politiques et administratifs différents. Et au même moment, oui, c'est encore plus compliqué, le Grand-Duché rejoint la Confédération germanique, une alliance d'États allemands dirigée par l'Autriche. Ainsi naît officiellement le Grand-Duché de Luxembourg, entité souveraine, mais avec des liens doubles. D'une part, avec le monde germanique, de l'autre, sous la couronne hollandaise. Et pour renforcer leur rôle stratégique, les Prussiens installèrent une garnison militaire à Luxembourg-Ville, tandis que la forteresse fut encore renforcée. Cet équilibre fragile a fonctionné pendant un temps. Mais, comme nous le verrons, dans le prochain chapitre, des tensions surgirent bientôt entre ces influences étrangères. Car Luxembourg, bien que petit, commençait à se demander qui il était réellement. Un État allemand? Une extension des Pays-Bas? Ou quelque chose de différent? La réponse a commencé à prendre forme peu de temps après, lorsqu'un nouveau voisin, la Belgique, a fait irruption sur la scène avec sa propre révolution. 6. Un pays divisé, l'indépendance de la Belgique et la perte de territoire, 1839. Après sa création en tant que Grand-Duché en 1815, le Luxembourg a vécu une existence complexe, sous la couronne des Pays-Bas, avec des soldats prussiens gardant ses murs et faisant partie de la Confédération germanique. Mais en 1830, cette fragile stabilité fut brisée. Et tout a commencé chez notre voisin du Sud, la Belgique. Cette année-là éclate la Révolution belge, un mouvement qui cherche à obtenir l'indépendance de la Belgique du Royaume-Uni des Pays-Bas. La raison? Les Belges, majoritairement, catholiques et francophones, se sentaient traités comme des citoyens de seconde zone par le pouvoir protestant et néerlandophone du Nord. Les tensions culturelles, économiques et politiques ont atteint un point d'ébullition et les rues de Bruxelles et d'autres villes se sont remplies d'insurgés. Et qu'est-ce que le Luxembourg a à voir dans tout cela? Eh bien, beaucoup. Une grande partie de la population luxembourgeoise, notamment dans l'ouest et le sud du pays, parlait français et partageait des liens culturels forts avec les Belges. Ainsi, lorsque la Révolution a éclaté, de nombreux Luxembourgeois ont sympathisé avec la cause belge et certains ont même rejoint la lutte pour l'indépendance. Pendant un certain temps, le chaos régnait. Alors qu'à l'est du pays, la loyauté envers le roi Guillaume Ier des Pays-Bas régnait, à l'ouest, il y avait un soutien aux révolutionnaires. La situation était intenable. Et la communauté internationale a dû intervenir. Après des années de tensions, de traités et de négociations diplomatiques, les grandes puissances européennes signent en 1839 le traité de Londres qui établit un engagement définitif. Le Luxembourg sera divisé. La partie occidentale, majoritairement francophone, fut cédée à la Belgique et intégrée comme l'actuelle province belge du Luxembourg. La partie orientale, avec la ville de Luxembourg et la forteresse, est restée un grand-duché sous la couronne hollandaise, mais avec des frontières beaucoup plus réduites. Cette perte fut énorme. Plus de la moitié du territoire originel du grand-duché passa aux mains des Belges. Le Luxembourg est littéralement devenu la moitié de ce qu'il était. Mais cette division, bien que douloureuse, a également eu un effet inattendu. Elle a contribué à consolider une identité et plus claire pour le reste du pays. Dès lors, le Luxembourg que nous connaissons aujourd'hui commence à prendre forme. Moins de territoire, certes, mais avec une structure politique plus définie, un peuple plus uni et une histoire qui, bien que marquée par la division, fut aussi l'occasion de se reconstruire. Et c'est précisément dans ce processus de reconstruction que naît quelque chose d'essentiel, une identité nationale différente, avec une langue, une culture et sa propre voix. 7. Indépendance royale et identité luxembourgeoise. Après le traité de Londres de 1839, le Luxembourg fut réduit à une petite partie de ce qu'il était auparavant. Mais, comme on dit, il n'est pas toujours nécessaire d'être de grande taille pour avoir de la grandeur d'esprit. Ce qui suivit fut un processus profond, lent mais ferme d'affirmation nationale. Le Luxembourg commençait à être vraiment Luxembourg,
Même si le pays partageait toujours un roi avec les Pays-Bas, il agissait de plus en plus comme un État indépendant. Des institutions propres ont été créées, une administration autonome a été développée et, plus important encore, le sentiment national a commencé à se renforcer. Le peuple luxembourgeois, après des siècles de domination étrangère, a commencé à se considérer comme une nation distincte, avec une histoire, une langue et une culture unique. Et en parlant de langue, c'est à cette époque que le luxembourgeois, Letzebuergesch, cette langue qui jusqu'alors n'était considérée qu'un dialecte de l'allemand, commença à prendre davantage d'importance. Si le français et l'allemand restent langues officielles, le luxembourgeois devient progressivement un symbole d'identité et de fierté nationale. Mais le chemin vers une véritable indépendance n'était pas exempt d'obstacles. En 1867, la crise luxembourgeoise éclate lorsque l'empereur français Napoléon III tente de racheter le Grand-Duché aux Pays-Bas. Cette intention alarma à la fois la Prusse et les autres puissances européennes et le conflit était sur le point de se transformer en guerre. La solution vint encore une fois de la diplomatie. Un autre traité de Londres, également en 1867, qui déclarait le Luxembourg État perpétuellement neutre. La démilitarisation de la ville fortifiée est ordonnée et les troupes prussiennes se retirent. Le Luxembourg maintiendra sa souveraineté, personne ne pourra utiliser son territoire à des fins militaires et son indépendance sera enfin reconnue internationalement. C'était un moment crucial. Pour la première fois, le Luxembourg n'existait pas seulement en tant que nom dans des traités ou en tant que territoire sous domination étrangère. C'était désormais un pays libre, neutre et reconnu, avec ses propres frontières, son propre gouvernement et un peuple de plus en plus conscient de qui il était. À partir de ce moment, le Grand-Duché commence à construire son avenir en se tournant vers l'intérieur, en développant son économie, sa culture et ses institutions, mais aussi en se tournant vers l'extérieur, cherchant sa place dans un monde qui sera bientôt secoué par de nouvelles tempêtes. Car l'indépendance, bien que conquise, devra être défendue, surtout au XXe siècle, lorsque le monde entier entrera en guerre. 8. Le Luxembourg et les deux guerres mondiales. Bien que le Luxembourg ait été déclaré État neutre en 1867 par le traité de Londres, cette neutralité sera mise à l'épreuve à deux occasions qui ébranleront le monde entier. La première est la Seconde Guerre mondiale, et malheureusement elle a été violée dans les deux cas. Tout commence en 1914, lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. Le Luxembourg, fidèle à sa neutralité, tente de rester en dehors du conflit, mais cela n'a pas arrêté l'Allemagne, qui a vu dans ce petit pays une étape stratégique pour ses opérations militaires. Le 2 août 1914, les troupes allemandes envahissent le Luxembourg sans résistance. Il n'y a eu ni combat, ni bombardement, mais l'occupation a été immédiate. Tout au long de la guerre, le Luxembourg fut utilisé comme voie de transit militaire, même si le gouvernement et la famille grand-ducale restèrent en place. Ce fut une occupation tendue, avec censure, contrôle et surveillance allemande constante sur le pays. Et la fin de la guerre en 1918, les troupes se retirèrent, mais cette expérience laissa des cicatrices. La population se sent trahie et un débat interne s'engage sur le rôle de la monarchie pendant l'occupation. Certaines voix se sont même élevées pour réclamer l'abolition de la monarchie et l'instauration d'une république. Finalement, en 1919, un référendum est organisé et le peuple luxembourgeois décide de maintenir la monarchie, réaffirmant sa fidélité à la grande-duchesse Charlotte, devenue symbole de l'unité nationale. Mais quelques décennies plus tard, l'horreur est revenue avec encore plus de force. En 1940, éclate la Seconde Guerre mondiale, et cette fois, l'invasion est plus brutale. Le 10 mai 1940, les troupes nazies d'Hitler franchissent la frontière et occupent le Luxembourg en quelques heures. La famille grand-ducale et le gouvernement fuient en exil, tandis que le pays tombe entièrement sous le contrôle du Troisième Reich. Lors de cette seconde occupation, l'Allemagne annexe le Luxembourg et le traite comme partie intégrante du Reich.
L'usage de la langue française est interdit, on tente d'éliminer l'identité luxembourgeoise et les citoyens sont contraints d'assumer une identité allemande. Les écoles enseignent l'idéologie nazie, les noms de rues sont modifiés et les jeunes luxembourgeois sont contraints de s'enrôler dans l'armée allemande. La répression a été terrible. Plus de 10 000 personnes ont été contraintes de se battre pour une cause qui n'était pas la leur. Beaucoup moururent, d'autres désertèrent ou résistèrent secrètement. Ainsi est né un mouvement de résistance luxembourgeois, silencieux, mais courageux, composé d'hommes et de femmes qui ont caché des réfugiés, saboté des installations et entretenu l'espoir de liberté. Finalement, en 1944, les troupes alliées libèrent le Luxembourg. La grande-duchesse Charlotte revient d'exil, accueillie en héroïne, et le pays entame un difficile processus de reconstruction. Ces deux guerres ont non seulement profondément marqué l'histoire du Luxembourg, mais ont aussi laissé une leçon très claire. La neutralité à elle seule ne garantit pas la paix. À partir de là, le Luxembourg prendrait une nouvelle direction, en participant activement à la construction d'une Europe unie. Mais c'est ce qui arrive dans le chapitre suivant. Lorsque le pays se relève de ses ruines et commence à regarder vers l'avenir avec espoir. Si cette histoire vous captive, si vous avez l'impression de voyager dans le temps avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like sur cette vidéo. C'est un petit geste, mais avec un impact énorme. Vous aidez davantage de personnes à découvrir ce contenu et pour que davantage d'histoires comme celle-ci ne tombent pas dans l'oubli. Continuons ensemble. Il reste encore beaucoup à découvrir. 9. L'occupation nazie et la résistance luxembourgeoise. Lorsque les troupes allemandes envahissent le Luxembourg le 10 mai 1940, le pays subit un nouveau traumatisme. Cette fois, l'occupation n'était pas simplement militaire comme lors de la Première Guerre mondiale, mais une annexion totale, agressive et profondément idéologique. Hitler ne voulait pas simplement contrôler le Luxembourg. Il voulait effacer son identité, l'absorber dans le Troisième Reich et transformer de force ses citoyens en Allemands. Dès le début, le régime nazi a imposé une série de mesures brutales. La monarchie a été abolie, toutes les institutions luxembourgeoises ont été dissoutes, il a été interdit de parler français et l'allemand a été contraint d'être utilisé comme seule langue officielle. Même les noms de nombreuses villes et rues ont été modifiés. Le Luxembourg a été officiellement rebaptisé Gau, une région administrative du Reich, comme s'il s'agissait simplement d'une autre province allemande. Mais le peuple luxembourgeois n'accepte pas cette germanisation forcée. Très vite, une résistance silencieuse mais ferme commença à se former. Même si le pays était petit et sans armée, les combats se déroulaient dans l'ombre, dans les maisons, dans les écoles, dans les paroisses et dans les forêts. Des hommes et des femmes de tous âges s'organisèrent en groupes clandestins pour distribuer des tracts, cacher les Juifs persécutés, saboter les opérations allemandes et entretenir la flamme de la liberté. L'un des actes les plus courageux s'est produit en 1941, lorsque les nazis ont tenté d'imposer un recensement pour forcer les Luxembourgeois à se déclarer de nationalité allemande. La réponse a été massive. Plus de 95% de la population a écrit luxembourgeois, défiant ouvertement le régime. C'est un acte de résistance civique qui a surpris les autorités nazies et démontré que même si elles occupaient leur territoire, elles ne pouvaient pas occuper leur cœur. Mais ce courage a un prix. De nombreux résistants furent arrêtés, torturés, déportés dans des camps de concentration ou exécutés. D'autres, notamment des jeunes hommes, ont été contraints de s'enrôler dans l'armée allemande, une expérience qui a laissé de profondes blessures physiques et psychologiques. Environ 12 000 Luxembourgeois furent envoyés au front et des milliers d'entre eux ne revinrent pas. Dans le même temps, la communauté juive luxembourgeoise, bien que petite, a également souffert. Les lois raciales ont été appliquées avec brutalité.
De nombreux Juifs ont réussi à s'échapper dans les premières années de la guerre, mais ceux qui sont restés ont été déportés vers des camps d'extermination où la plupart ont été assassinés. La ville de Luxembourg, même si elle n'a pas été bombardée avec la même intensité que les autres capitales européennes, a connu au quotidien la peur, les coupures de courant, le silence imposé et la présence constante des soldats du Reich. Cependant, la dignité du peuple n'a jamais été brisée. Finalement, en 1944, les forces alliées libèrent le Luxembourg. Le retour de la grande-duchesse Charlotte, qui vivait en exil à Londres, a été célébré avec énormément d'émotion. Sa silhouette, ferme et courageuse pendant l'occupation, est devenue un symbole d'unité et d'espoir pour le pays tout entier. La guerre est terminée, mais le souvenir de l'occupation laisse des traces profondes. Et face à ces cicatrices, le Luxembourg a pris une décision clé, ne plus jamais être exclu des destinées du continent. Ce qui suit est une histoire de renaissance, de reconstruction et d'intégration. Le Luxembourg passerait de victime à protagoniste dans la création d'une nouvelle Europe. 10. La Renaissance après la guerre et le tournant vers l'Europe. Lorsque les cloches annonçant la libération sonnèrent en 1944, le Luxembourg respirait enfin la liberté. Mais la guerre l'avait laissé marquer. Des milliers de morts, une famille brisée, un petit pays humilié, utilisé, arraché à son identité et pourtant pas vaincu. Les années qui ont suivi le conflit ont été marquées par une profonde reconstruction, non seulement matérielle, mais aussi émotionnelle et politique. Le retour de la grande-duchesse Charlotte était un symbole puissant. La figure maternelle qui représentait la dignité du pays rentrait chez elle, et avec elle, l'âme luxembourgeoise retrouvait sa place. Mais le Luxembourg, qui avait déjà connu les dangers de l'isolement et violé la neutralité, ne voulait pas répéter la même erreur. Le message était clair, nous devons participer activement au destin de l'Europe. Il ne suffit plus de construire des murs et de faire confiance aux traités. L'avenir réside désormais dans la coopération, la compréhension et l'unité entre les nations. C'est ainsi que le Luxembourg est devenu, étonnamment par sa taille, l'un des pionniers de l'intégration européenne. En 1948, le pays abandonne définitivement sa neutralité et rejoint le Benelux, une union douanière avec la Belgique et les Pays-Bas. Cet accord était l'une des premières expériences de coopération régionale qui servirait de base à quelque chose de beaucoup plus vaste. En 1949, le Luxembourg devient membre fondateur de l'OTAN, marquant ainsi son engagement en faveur de la défense collective de l'Occident. Peu de temps après, en 1951, elle franchit une étape encore plus ambitieuse. Elle rejoint la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, aux côtés de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique et des Pays-Bas. Cet accord n'était pas seulement économique, c'était un pacte de paix. Unir les industries qui avaient alimenté les guerres, le charbon et l'acier, était un moyen d'empêcher l'Europe de s'autodétruire à nouveau. Le Luxembourg n'a pas seulement signé ces accords, il a été le siège de nombreuses institutions naissantes de cette nouvelle Europe. Sa capitale abritait par exemple la Cour de justice européenne, symbole du respect du droit et de la collaboration entre les nations. Le pays est ainsi passé du statut de pion sur les planches impériales à celui d'acteur clé dans la construction d'une Europe unie, pacifique et démocratique. La renaissance du Luxembourg n'a pas été seulement économique ou politique, c'était moral. C'est la décision collective d'un peuple qui, après avoir tant souffert, a choisi de tendre la main au lieu de lever le poing. Le Luxembourg se préparait ainsi à une nouvelle étape. Une étape de prospérité, de croissance économique et de transformation, où l'acier jouerait un rôle central. 11. L'économie sidérurgique et le miracle luxembourgeois. Après la Seconde Guerre mondiale, le Luxembourg était encore un petit pays avec peu de ressources naturelles, mais avec sous son sol quelque chose de très précieux, des mines.
de fer, notamment dans le sud du pays, dans la région d'Esch-sur-Alzette et ses environs. Ce fer, fondu et transformé en acier, a été la base sur laquelle s'est bâtie l'économie luxembourgeoise du XXe siècle. Depuis le XIXe siècle, le Luxembourg avait développé une industrie sidérurgique naissante. Mais c'est dans l'après-guerre, avec la reconstruction de l'Europe en cours et l'énorme demande de matériaux pour construire des ponts, des routes, des trains et des usines, que cette industrie a explosé avec force. L'acier luxembourgeois est devenu synonyme de qualité et de fiabilité. Il était exporté dans toute l'Europe et au-delà. Le pays a connu ce que beaucoup appellent le miracle économique luxembourgeois. Les villes se sont développées, les infrastructures ont été modernisées, l'éducation a été renforcée et le niveau de vie de la population s'est rapidement amélioré. Pour la première fois de son histoire, le Luxembourg a cessé d'être considéré comme un coin oublié de l'Europe et a commencé à être un modèle de développement et d'efficacité. Au cœur de cette transformation se trouve l'entreprise Arbed, Aciérie réunie de Burbach-Eich-Dudelange, fondée en 1911, mais qui connaît son apogée dans la seconde moitié du XXe siècle. Cette entreprise est devenue le symbole du progrès luxembourgeois, employant des milliers de travailleurs et représentant la fierté industrielle du pays. Ce qui est intéressant, c'est que le Luxembourg a su réinvestir ses richesses dans les politiques publiques. Il ne s'agissait pas seulement d'une croissance pour quelques-uns. Des investissements ont été réalisés dans la santé, le logement, les transports et l'éducation, créant ainsi une base solide pour le bien-être de sa population. Mais le pays était aussi intelligent. Il savait que l'acier était puissant, mais pas éternel. Et tout en profitant de son essor industriel, elle commence à se tourner vers l'avenir, diversifier son économie, s'ouvrir au monde financier et se préparer aux changements qu'entraînera la mondialisation. Pourtant, pendant plusieurs décennies, l'acier a été le cœur qui faisait battre le Luxembourg moderne. Les cheminées, les mines, les trains chargés de métal, tout faisait partie d'une image d'effort, de travail acharné et de vision de l'avenir. Et c'est grâce à cet élan économique que le Luxembourg franchit le prochain grand pas. Devenir un pilier fondamental du projet européen et continuer à se transformer en bien plus qu'un pays industriel. 12. Le Luxembourg, pionnier de l'intégration européenne. Après les blessures de 2 guerres mondiales, l'Europe avait besoin de plus que de reconstruction. Elle avait besoin d'unité. Et même si le Luxembourg était de petite taille, sa volonté politique était énorme. Son peuple, son gouvernement et ses dirigeants ont compris que l'avenir du continent ne pouvait se construire que par la coopération et la solidarité. Ainsi, dès les premiers pas de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Union européenne, le Luxembourg était présent à la table des fondateurs, avec une voix claire et une vision stratégique. En 1951, il signe avec la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas le traité qui donne naissance à la communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA. Justement, un symbole parfait, transformer le matériel de guerre en outil de paix et de progrès. Mais ce n'était que le début. En 1957, le Luxembourg signe également le traité de Rome, qui donne naissance à la Communauté économique européenne, CEE. Et plus tard, il a participé à chaque étape de ce long chemin qui a conduit à la création de l'Union européenne actuelle. Le plus surprenant est que, malgré sa taille, le Luxembourg n'a pas été un acteur secondaire. Au contraire, elle abritait des institutions clés, telles que la Cour de justice de l'Union européenne, le secrétariat du Parlement européen et des organes importants de la Commission européenne. En outre, le Luxembourg a contribué à des personnalités politiques d'une grande importance dans l'histoire du continent. L'un des plus éminents fut Jacques Santer, devenu président de la Commission européenne, et plus tard, Jean-Claude Juncker, un brillant homme d'État qui a également présidé la Commission et laissé une profonde marque sur la politique européenne. La particularité de la participation du Luxembourg réside dans le fait que, contrairement à d'autres pays plus grands,
il n'a pas cherché à imposer son pouvoir, mais plutôt à jeter des ponts, à générer un consensus et à jouer un rôle de médiateur. Sa neutralité historique, son multilinguisme, sa tradition juridique et son attachement à la démocratie en faisaient le lieu idéal pour le dialogue européen. Grâce à cette vision, le Luxembourg a cessé d'être un simple pays parmi les puissances pour devenir un élément clé du rêve européen, un continent uni, pacifique, diversifié et juste. Et à mesure que l'Europe grandissait, le Luxembourg grandissait également. Car en même temps qu'il renforçait son rôle diplomatique et politique, le pays commençait à se tourner vers un autre horizon économique, la transformation de son industrie vers le secteur financier. Et si cette histoire vous émeut autant que nous la racontons, n'oubliez pas de faire 3 choses super importantes. Dale aime. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque fois que vous faites cela, vous aidez ce contenu à aller plus loin, afin que davantage de personnes connaissent ces histoires incroyables. Et qu'ensemble, nous continuions à donner vie à une histoire qui n'est pas oubliée. 13. De l'industrie au secteur financier, la transformation moderne. Pendant des décennies, l'acier a été le moteur de l'économie luxembourgeoise, mais à la fin des années 1970 et au début des années 1980, le monde a changé. La crise pétrolière, la concurrence internationale et la chute des prix de l'acier ont durement frappé les grandes industries européennes. Le Luxembourg ne fait pas exception. Les cheminées ont cessé de fumer, les mines ont commencé à fermer et des milliers de travailleurs ont vu leur emploi menacé. C'était la fin d'une époque, mais pas la fin du pays. Au lieu de s'accrocher au passé, le Luxembourg s'est tourné vers l'avenir. Il a compris qu'il devait diversifier son économie et miser sur un secteur qui montrait déjà des signes de grand potentiel, les services financiers. Grâce à sa stabilité politique, sa législation moderne, son système fiscal compétitif et sa situation stratégique au cœur de l'Europe, le Luxembourg a commencé à attirer des banques internationales, des compagnies d'assurance, des fonds d'investissement et des sociétés de conseil. Rapidement, et avec beaucoup de soin en termes de réglementation et de transparence, le pays est devenu un centre financier mondial. Aujourd'hui, le Luxembourg est l'une des principales places financières mondiales, notamment dans le domaine des fonds d'investissement, où il se classe juste derrière les États-Unis. Des banques du monde entier sont basées dans sa capitale et le pays a développé un écosystème financier solide, moderne et efficace. Mais ce n'est pas tout. Cette transformation n'était pas uniquement basée sur les finances. Le Luxembourg a également investi dans la technologie, l'innovation, l'éducation et la recherche scientifique. De nouveaux centres universitaires ont été fondés, des talents internationaux ont été attirés et des secteurs tels que les télécommunications, la biotechnologie et l'industrie spatiale ont été promus. Oui, l'espace. Au XXIe siècle, le Luxembourg est devenu l'un des pays leaders dans l'exploration et l'exploitation des ressources spatiales, pariant sur une économie numérique et de la connaissance avec une vision audacieuse de sa taille. Ce changement n'était pas seulement économique, c'était aussi culturel et social. Avec l'arrivée de travailleurs étrangers, de diplomates, de scientifiques et de cadres, le Luxembourg est devenu encore plus multiculturel. Aujourd'hui, plus de 47% de sa population est étrangère, vivant en harmonie, dans un pays où sont parlées 3 langues officielles, le luxembourgeois, le français et l'allemand. Ainsi, d'une économie basée sur le fer, le Luxembourg a franchi le pas pour devenir une puissance financière et technologique respectée sur la scène mondiale. Mais au milieu de toute cette croissance, une institution est restée le cœur symbolique du pays, sa monarchie. Et c'est précisément là que nous mènera le prochain chapitre, l'histoire de la famille grand-ducale qui a accompagné le Luxembourg dans chaque transformation de son destin. 14. Une monarchie qui subsiste, la famille grand-ducale aujourd'hui.
Dans un monde où de nombreuses monarchies ont disparu ou ont perdu de leur pertinence, le Luxembourg préserve fièrement sa monarchie constitutionnelle, une institution profondément ancrée dans son histoire et qui a su s'adapter aux temps modernes. Depuis que le Luxembourg est devenu grand-duché en 1815, la figure du grand-duc est le chef de l'État. Mais il n'est pas un roi au pouvoir absolu, ni une figure décorative. Il est un symbole de stabilité, de continuité et de neutralité politique. La monarchie luxembourgeoise ne gouverne pas, mais elle représente le pays, fédère son peuple et est présente aux moments clés de la vie nationale. L'une des figures les plus appréciées de cette maison royale était sans aucun doute la grande duchesse Charlotte, qui incarna pendant la Seconde Guerre mondiale la résistance et l'esprit du peuple luxembourgeois. Son retour d'exil en 1945 fut célébré comme une victoire morale. C'est sous son règne que le pays se reconstruit, s'intègre à l'Europe et entame sa transformation économique. Il a abdiqué en 1964 et son fils, le grand-duc Jean, a poursuivi cet héritage. Juan a été témoin des années du boom de l'acier et du début de la transition vers le secteur financier. Un homme discret, engagé et très respecté, qui a renforcé l'image d'une monarchie proche et moderne. En 2000, le trône passe à son fils, l'actuel souverain, le grand-duc Henri. Sous son règne, le Luxembourg a continué de croître et de s'imposer comme l'un des pays les plus prospères et les plus stables au monde. Henrique a réussi à maintenir l'équilibre entre tradition et modernité, représentant sa nation avec élégance et simplicité, tant au niveau national que sur la scène internationale. La famille grand-ducale réside au château de Berg, mais participe activement à la vie publique, aux événements culturels, solidaires et diplomatiques. Ils forment une véritable famille au sens le plus humain du terme, proche des siens, présents dans les moments importants et conscients du rôle symbolique qu'ils représentent. Aujourd'hui, la monarchie luxembourgeoise reste l'une des rares grandes ducales au monde. Et loin d'être un simple vestige du passé, il a su se renouveler, rester pertinent et s'inscrire dans le projet d'un pays moderne et européen qu'est le Luxembourg. Ainsi, entre tradition durable et regard tourné vers l'avenir, nous arrivons au présent. Car le Luxembourg, bien que petit sur la carte, occupe une place géante au cœur de l'Europe. 15. Le Luxembourg au XXIe siècle, petit, fort et incontournable en Europe. Au XXIe siècle, le Luxembourg est l'un des pays les plus prospères, les plus sûrs et les plus stables au monde. Avec une population d'un peu plus de 650 000 habitants, elle occupe un territoire de seulement 2586 km², soit plus petit que de nombreuses villes, mais son poids international est gigantesque. Comment un si petit pays peut-il avoir autant d'influence ? La réponse réside dans son modèle de développement équilibré, son ouverture sur le monde et son rôle actif dans les grands enjeux du siècle. Aujourd'hui, le Luxembourg se distingue par un PIB par habitant parmi les plus élevés de la planète, une économie solide basée sur la finance, la technologie, les services et l'innovation. C'est le siège de grandes banques, de fonds d'investissement, d'entreprises technologiques et d'organisations internationales. Elle a diversifié son économie avec une vision d'avenir, en misant sur des secteurs comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle ou encore l'industrie spatiale. De plus, le pays est devenu un exemple de coexistence multiculturelle. Plus de 47% de ses habitants sont des étrangers, originaires de plus de 170 pays. 3 langues officielles sont couramment parlées au Luxembourg, le luxembourgeois, le français et l'allemand. Mais l'anglais, le portugais, l'italien et bien d'autres langues sont également entendues. Différentes cultures, religions et modes de vie cohabitent dans ces rues, en harmonie, grâce à une société tolérante, ouverte et moderne. Aux niveaux européen et international, le Luxembourg continue d'être une voix forte et respecté. Il participe activement à l'Union européenne, aux Nations unies, à l'OTAN et à diverses initiatives mondiales liées au climat, aux droits de l'homme et à l'économie numérique.
Il est un fervent défenseur du multilatéralisme, de la justice internationale et de la solidarité entre les peuples. Et bien que moderne et connecté, le Luxembourg n'a pas perdu son âme. Ses traditions, sa langue, son architecture, son environnement naturel et sa monarchie continuent d'être des piliers de son identité. Ses châteaux médiévaux, ses forêts verdoyantes, ses charmantes villes et cohabitent avec des bâtiments modernes en verre, des trains à grande vitesse et des centres d'innovation technologique. Bref, le Luxembourg est une synthèse parfaite entre histoire et modernité. Un pays qui était une frontière, qui était contesté, qui était divisé mais qui a réussi à s'élever et à se construire comme un modèle de nation compacte, fonctionnelle et profondément européenne. L'histoire du Luxembourg n'est pas seulement celle d'un pays, c'est l'histoire de tous ceux qui ont été sous-estimés, de ceux qui ont grandi à l'ombre des géants, de ceux qui ont perdu, sont tombés, ont été oubliés, et pourtant ont décidé de se relever. Le Luxembourg nous rappelle que peu importe le nombre de fois où l'on est rayé de la carte, l'important est la façon dont on se retire. Aujourd'hui, ce grand petit pays est un symbole de force, d'intelligence et de résilience. Et s'il le pouvait, vous le pouvez aussi, parce que la vraie grandeur ne se mesure pas en territoire. Elle se mesure en courage. Et maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, dites-nous, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Connaissiez-vous cette histoire du Luxembourg? Votre commentaire nous aide non seulement à continuer à nous améliorer, mais il aide également davantage de personnes à trouver ce contenu. Alors n'oubliez pas de laisser votre avis, de liker si vous l'avez aimé et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ensemble, nous maintenons l'histoire vivante.